Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 67e épisode numéro 66. Nous sommes toujours le 2 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous ? Bonjour Hubert. Je suis dev chez Clever. Je m'occupe un peu de tout ce qui est back-end Scala, des images, des network group en ce moment, des biscuits, ce genre de choses. Biscuits dont on va parler dans cet épisode. Oui. Nous sommes également en présence de Rémi Collignon. Bonjour Rémi, qui êtes-vous ? Bonjour, donc moi je suis Rémi Collignon, nouveau développeur chez Clever Cloud, ancien OVH, et moi je travaille sur les API de Clever, leur utilisation, leurs intégrations. Tu subis la complexité du Corse en ce moment. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait, sujet que l'on traitera cet après-midi. Comme tous les devs d'API. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, Frédéric Camblor. Bonjour Frédéric, qui êtes-vous ? Bonjour, Frédéric, pro gamer League of Legends. Ah, je non, pas vraiment pro gamer, loin de là. Ouais, donc du coup, comme la semaine dernière, oui. Je suis toujours tech lead chez une petite SN bordelaise 4SH. Qui n'est plus si petite, tout ça. Plus si petite, toujours pas si petite. Et voilà, et contributeur la nuit sur plein de projets, notamment BDX.io que j'ai créé et Vitmados plus récemment, auquel j'ai contribué. On redirige les auditeurs, auditrices à l'épisode de la semaine dernière où on a évoqué un petit peu ton engagement sur le projet Vitmados. On va commencer tout de suite avec un lien qui est aussi lié à une de tes activités, la nuit, entre guillemets. Tu fais partie du comité de sélection de la conférence Devoxx France depuis deux ans, c'est ça ? Ouais, 2 ans. Donc c'est la 3e fois que tu le faisais ou la 2e fois, parce qu'il y a eu un peu c'est la 2e fois l'année... parce que il y a eu une année et demie en fait où ça techniquement t'as parti, oui. Donc parce que j'ai fait jusqu'à maintenant 2 programmes. Ouais, voilà. De Devoxx France. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le premier lien en fait, c'est le programme de Devoxx France qui est disponible. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, donc du coup le programme de Devoxx France est dispo depuis doit faire 1 ou 2 semaines je pense. Donc là on est le 2 mars. Ah non, on n'est pas le 2 mars. On est enfin ouais voilà. À l'enregistrement. On est dans le turfu. C'est ça. Et du coup le programme est dispo. Donc programme qui a été compliqué à trancher. On a eu 800 un peu moins de 800 propositions, il me semble, 780 je crois. Voilà, et donc du coup je fais partie du membre du comité de sélection de ce programme. Et oui, je voulais parler d'un lien, d'une présentation YouTube que Arnaud et Nicolas ont fait pour donner un peu l'envers du décor sur la sélection. Et comment ça se passait au sein du comité de sélection, donc comment les votes se faisaient, les arbitrages se faisaient, etc. Donc c'est une interview qui dure 1h45, c'est un peu long, mais si c'est dans vos objectifs de proposer à n'importe quelle conférence, parce que je pense qu'à peu près tous les processus de sélection doivent être quand même plus ou moins proches de ce qu'on fait, je pense, à Devoxx. Ça peut être intéressant de voir de l'autre côté de la barrière comment ça se passe sur les gens qui sélectionnent vos propositions. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette interview. C'est quoi un peu les tendances cette année sur le programme Cette année, on a encore énormément de Kubernetes. Ouais, on a eu notre lot de Kubernetes. Je me rappelle plus par cœur il y avait eu un tag cloud qui
qui avait été mise à disposition. Cette année, enfin moi je trouve que le programme de cette année est, j'ai eu l'impression en tout cas, était beaucoup plus, beaucoup moins back que d'habitude. Ouais. Alors ça veut pas forcément dire beaucoup plus front, parce qu'il y a plein d'autres sujets que le front, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de une coloration beaucoup plus frontaine, ouais, peut-être, sur le programme. Mais c'est historiquement un truc d'ailleurs qu'on voit entre Devox France et Devox Belgique par exemple, où Devox Belgique reste quand même beaucoup plus Java, backend, Ops, Ouais, etc. carrément. Et historiquement, j'ai toujours vu quand même un peu plus de front à Paris. Et donc là, tu as l'impression que par rapport à certaines années, il y en a encore un peu plus. Ouais, moi clairement, en tant que quelqu'un, enfin, je fais beaucoup plus de front que de back, en tout cas dans mon quotidien aujourd'hui. J'ai vraiment des gros dilemmes à plein de moments dans la journée. Alors que c'était pas trop le cas, les années précédentes. Enfin, c'était moins le cas les années précédentes, j'aurais tendance à dire. Donc, je veux dire que, alors, c'est peut-être parce que aussi j'ai fait partie du comité et que du coup j'ai influé sur ce choix et que du coup il y a peut-être plus de talks qui m'intéressent. Bon, après on est une vingtaine, hein, donc une voix parmi 20, Ouais, ça ne fait pas, c'est pas forcément déterminant. Mais bon, voilà, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on va avoir un épisode encore une fois assez front cette année, cette semaine de message caractère informatique. Et donc du coup, je pense que ça peut, voilà, ça peut. Après toutes les places, le truc c'est que je vous dis que le programme est dispo, mais en fait toutes les places sont vendues. Déjà vendues. Bon, vous pouvez aller voir le programme et vous bookmarquer le fait que quand les vidéos seront dispo, si vous n'avez pas votre place, vous bookmarquer le fait que quand les vidéos seront dispo sur YouTube, il faudra y jeter un œil. Après, il y a souvent au dernier moment des sponsors ou des boîtes qui font gagner des places, mais bon, encore faut-il être capable au dernier moment de faire « Oh chef, je vais à Paris la semaine prochaine ». Mais c'est possible, donc il faut toujours surveiller un peu. Je dis ça comme si c'était un secret et que nous on en avait, je sais pas du tout, vu qu'on est sponsor Clever, si ça va être le cas. En général on le fait, mais là, voilà, on n'est pas les seuls, il y a d'autres boîtes qui le font, des ESN qui le font, il y a des... Donc surveiller les réseaux. Et je rebondis, je l'avais pas mis dans les show notes, mais je viens de le rajouter, sur une initiative qui vient d'être lancée hier, de Craft Records, qui s'appelle, je pense, le Tremplin Speaker. Et l'idée est d'essayer, je vais pas détailler, je vous laisserai aller voir, mais d'essayer d'aider les gens qui ont envie de devenir orateurs dans les conférences, qui est, moi je trouve une compétence, une activité, un truc à faire qui apporte énormément de choses sur le plan technique et humain, rien que juste de parler en public. Donc si vous hésitez, si vous dites non, je suis nul, faut pas que je fasse ça, en fait moi je pense qu'on a tous plein de choses intéressantes à partager. On n'a pas tous les mêmes capacités pour le faire, mais c'est aussi quelque chose qui s'acquiert, etc. Enfin bref, c'est tout un sujet. Et cette initiative est vraiment super pour essayer de faire venir des gens qui doutent, qui hésitent, qui ne savent pas comment s'y prendre, et d'essayer de les aider à se lancer là-dedans. Donc on vous met le lien vers le tweet de Craft Records qui annonce dans un thread de 5 tweets le concept du tremplin. Et n'hésitez pas à vous lancer, parce que si vous avez des choses à dire sur Kubernetes, il y aura peut-être un peu de concurrence, mais on a tous des retours d'expérience très spécifiques à nos propres boulots à faire et à partager aux autres, et chacun des approches différentes sur les outils qu'on utilise et pourquoi on les aime ou pourquoi on les aime pas. Et je pense que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Voilà, donc je rajoute le lien dans la foulée. Et j'allais ajouter plus globalement, il y a aussi beaucoup de conférences un peu plus régionales, on va dire, notamment, moi par exemple, je suis organisateur à Coder en Seine, et à Coder en Seine, on cherche,
des fois on galère un peu à trouver des orateurs pour des meet-up, etc. Et même globalement, en fait, on encourage les gens à venir poster quand ils veulent sur le CFP pour faire des meet-up et même des entraînements pour des conférences après un peu plus classiques à la journée, etc. quoi. L'idée, c'est vraiment de partager de la connaissance parce qu'on a tous à partager en fait. Ouais, et puis, je veux dire, quand on arrive sur scène, moi j'essaie de faire comme ça, quand on arrive sur scène et qu'on a un truc à partager, quand on est dans le public, on est là pour écouter quelqu'un, et en sachant qu'il est sûrement stressé, qu'il ou elle a passé 1000 ans à préparer son truc. Il y a un minimum de bienveillance à avoir, et on n'a pas besoin d'être au top sur le fond ou la forme pour produire un partage de connaissances et de savoir qui est intéressant. Après, j'enfonce des portes, c'est très bienveillant ce que je dis, mais je le pense sincèrement parce que je vois trop de gens qui osent pas se lancer en disant oui, mais eux c'est des rockstars et moi je suis nul. Mais non, en fait. Et donc là, l'initiative qui lance, ou même ce qu'ont pu discuter Nicolas et Arnaud et plein d'autres organisateurs de conférences, il faut qu'on aille plus vers tout ça, et c'est bien. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Ok, autre chose là-dessus? Non? Rémi, t'organises pas de conférence? Moi non plus. Alors en fait, depuis les 2 dernières années, non, je fais plus grand-chose. Oui. Avant, j'allais expliquer à Brest ou à Montpellier DevOps, c'est comme ça, mais non. C'est vrai que les 2 dernières années vont être un peu compliquées. C'était un peu plus calme, ouais, c'est vrai. Ok, on enchaîne avec un lien. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Chrome et de Safari, dans cet un peu affrontement de concurrence des navigateurs. C'est un sujet qui revient tout le temps sur Twitter. Et donc là, on est sur un énième. Quelqu'un nous rappelle que selon la règle X27, je sais plus quoi, du règlement de l'App Store, on peut pas déployer une application sur l'App Store qui utilise autre chose que le moteur de rendu de Safari, à savoir WebKit. Et du coup, Chrome, Edge, Firefox sur iOS, ce sont en fait des espèces de skins. Alors c'est pas que ça, hein, il y a des gestions de bookmarks, il y a des machins. Mais techniquement, la page web qui s'affiche est rendue via le moteur de Safari, avec tous les avantages de perf, parce que mine de rien, on peut pas nier que Safari sur iOS est quand même beaucoup plus performant. Enfin, sur un iPhone, ça reste des smartphones haut de gamme, hein, on va pas se mentir, et quand même beaucoup plus performant que ce qui se passe sur un Android. Mais ça vient aussi avec tous les bugs et les retards de support de fonctionnalités, retards ou décisions de non-support, hein, ça dépend. Et donc là, on est sur un article je vais écorcher son nom, le pauvre, de Niels Slinhier. Ouais. Bravo. Vous irez voir son article, et désolé monsieur pour votre nom-prénom. Et en fait, c'est intéressant parce moi j'ai longtemps été non mais Safari, il faut qu'il supporte les autres, faut qu'ils acceptent les autres moteurs de rendu sur iOS. C'est un peu du monopole, et ils empêchent la concurrence, c'est abusé. Et d'un autre côté, j'ai des potes qui me soulignaient ouais mais si ils font ça, c'est Chrome qui va tout dominer, on va se retrouver avec un seul navigateur, et en plus qui est dominé par une société, c'est Google quoi, ils ont plein de pouvoirs, et ils ont un agenda qui est pas celui de Mozilla clairement, pour dire les choses poliment. Et du coup, c'est une réflexion qui est intéressante, parce que longtemps j'ai accepté ça, et je me suis dit ouais si on laisse autre chose que Safari sur iOS, Chrome va tout bouffer. Et du coup, l'article revient là-dessus, et ils disent mais attendez, si Chrome va tout bouffer, ça veut dire que vous trouvez que Safari est nul et que les gens vont du coup en profiter pour le quitter. Ils soulignent d'ailleurs que c'est plus ou moins un des arguments j'ai plus son nom de famille en tête, de Jen, qui est Jen Simmons, qui est DevRel chez Safari, tout ça.
Et elle est elle-même en train de dire oui, mais si on autorise les autres, on va se faire dominer par Google. Et c'est vrai que c'est assez bizarre comme argument, quoi. Mais si on vous laisse choisir autre chose, vous allez choisir autre chose. Bah ouais. Enfin, voilà. Alors, en tout cas, l'article est intéressant parce qu'il me remet un peu mes questionnements là-dessus sur est-ce qu'il faut continuer ce monopole, est-ce qu'il faut pas continuer ce monopole. Moi, je suis plutôt anti-monopole, mais est-ce que ça veut pas dire que derrière Google va l'avoir? Le seul bémol, je trouve, c'est l'article évoque pas du tout. Disons que l'article a une orientation très. Les gens vont utiliser ce qu'ils aiment bien utiliser. Et je trouve ça un peu naïf. C'est-à-dire que Chrome est arrivé à la domination qu'ils ont, pas uniquement parce qu'ils ont le meilleur navigateur. Ils y sont arrivés parce qu'ils font la pub de Chrome sur les sites de Google, parce qu'ils ont fait des contrats EM pour que ce soit préinstallé sur Windows, parce qu'ils ont l'OS mobile le plus utilisé au monde et qu'il est préinstallé sur tous les... Donc sans déconner, on va aussi se rappeler que dans ce milieu, il y a aussi une affaire de lobbying, de marketing, et qu'on fait pas... Les utilisateurs du web en général font pas que des choix éclairés de ah ben moi j'ai utilisé Brave, moi j'ai utilisé ça. Non, il y a énormément de gens qui savent juste pas faire la différence entre Google et un navigateur. Et donc le choix se fait pas uniquement sur moi j'ai pris ce que je préfère utiliser. Il y a aussi beaucoup j'ai pris ce qu'on m'a mis dans les mains par défaut, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu vous ou si vous avez un avis un peu sur cette énième compétition entre les navigateurs, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres moteurs que Safari, et en même temps je suis inquiet que Google puisse dominer un maximum. Canard, t'as un truc à dire là-dessus? Ouais, j'utilise la feature, je trouve ça stylé. Non, je voulais juste dire que même au-delà de ce que tu disais, c'est que juste pour la plupart des gens du monde, Google c'est Internet en fait. Ouais. Enfin, genre ils comprennent même pas que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est fou. Enfin, mes grands-parents, c'est juste, il n'y a pas Google, j'ai pas Internet. Ouais. Bref. Sinon, j'ai rien de plus intelligent à dire. Non, mais t'as le droit. Rémi, tu voulais dire un truc? Ouais, deux petites choses. Moi, je me dis que les gens qui achètent Apple, c'est pour la suite iOS, pour l'intégration qu'ils ont et tout. Donc, du coup, Safari, ça en fait quand même partie. Donc, je suis pas sûr en fait que la plupart des gens bougent si on leur donne la possibilité. Et la deuxième chose, c'est que sous Android ou sous n'importe quel OS, en fait, t'as le choix. Et le choix pose pas de problème, en fait. Bah, c'est ce que tout le monde n'est pas passé sous Chrome. C'est ce que répète l'article. Il répète deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Que déjà, t'as le choix sur Mac. Donc pourquoi tu l'aurais pas sur iOS? Et il répète aussi qu'il y a beaucoup de gens sur Mac, alors qu'ils ont le choix, qui font le choix de Safari, et pas juste par défaut, mais qui le préfèrent, ils le trouvent plus... Donc non, c'est pas dit que les gens aillent ailleurs, en fait. Mais et en tout cas, l'article revient là-dessus, c'est intéressant. Fred? Ouais, après, moi je vais juste me placer en tant que développeur. Le debug sur Safari, c'est quand même un peu une plaie. Enfin, moi je trouve en tout cas le tooling développeur Safari quand même pas du tout au même niveau que celui de Firefox ou Chrome. Tu parles sur Mac, genre Safari Mac ou Safari iOS? Non, sur iOS. Ouais. Enfin, je développe pas mal d'applications hybrides. Oui. Et du coup, on a une WebView Safari. Et que, du coup, quand on veut tester notre appli sur iOS, on est obligé de tester avec un remote en remote avec Safari. Et bon, c'est clairement pas dingo. Enfin, c'est pas les meilleurs moments de ma vie. Ces moments où je dois débugger un truc sur Safari. Donc, je suis content parce que ça m'arrive pas trop souvent. Donc,
pour dire que les deltas quand même par rapport, enfin je trouve quand même qu'on est aujourd'hui pas du tout au même stade qu'on l'était il y a 10 ans. Rappelez-vous Internet Explorer 6. Ouais, clairement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certaines nouvelles, l'article en parlait, il y a certaines features un peu bleeding edge, il parlait Ouais, Bluetooth. du Bluetooth notamment. Où en effet, bah oui, si vous avez besoin de ces features qui sont clairement en work in progress et pas forcément ratifiées partout, bah oui, c'est compliqué quoi. Mais quelle est la proportion? Enfin, je suis pas sûr que ça soit vraiment le. Enfin ouais, je sais pas. Il y a clairement un problème d'œuf et de la poule. Carrément. C'est toujours compliqué de dire qu'est-ce qui entraîne l'adoption et est-ce que le fait que ça soit adopté fait boule de neige ou. Et je suis d'accord avec vous sur l'argument un peu fallacieux de dire que si on donne le choix, les gens vont changer. On donne le choix d'installer Firefox depuis très longtemps et c'est pas pour autant que c'est devenu le navigateur prépondérant aujourd'hui, quoi. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça l'est devenu suite à IE, et donc en fait c'est possible. Mais on est aussi rentré dans des rapports différents parce qu'à l'époque il y avait Microsoft et il y avait essentiellement Microsoft, quoi. Enfin, mine de rien. Non, c'est pas simple. J'allais demander aussi, tu travailles avec un Mac, Fred? Oui. Parce que moi je travaille sur oui, c'est chiant. Ça PC aussi, c'est sous chiant. Linux. Et PC sous Linux, Remote Debug iPad, non. Perdu. Voilà, je peux pas. C'est quand même... Enfin voilà, bref. C'est dommage pour ne pas dire plus. Ok. En tout cas, si vous êtes encore entre ces questionnements, parce que mine de rien, la domination de Chrome n'est pas anodine, donc c'est vraiment pas un sujet simple. L'article revient quand même sur ces sujets-là. C'est intéressant. Moi, ça m'a refait réfléchir dans ma tête. Ok, on va enchaîner avec un lien de Biscuit. Mais qu'est-ce que Biscuit? On en a déjà parlé vite fait dans l'intro de l'épisode d'avant. Puis là, Canard a enfin l'occasion de nous parler de Biscuit. Qu'est-ce que Biscuit? Bah, il me semble qu'on a déjà évoqué Biscuit plus en détail, bien certainement avec Géal ou même dans Clément, d'autres je sais épisodes, plus, mais bref. Mais pour résumer, en gros, Biscuit, c'est une spec qui permet de créer et de vérifier, enfin d'autoriser maintenant, des tokens d'authentification et d'autorisation en fait. Donc, il embarque en son sein en fait du datalog qui est un programme logique qu'on écrit soi-même, qu'on modélise soi-même, qu'on met dans le Biscuit et qui donc en fait dedans il y a des données, ce qu'on appelle des faits, il y a des règles qui sont calculées à partir des données et il y a des checks sur les règles et les faits. Donc tout ça, tu peux les ajouter côté génération de ton token, côté vérification de ton token, et tu exécutes l'ensemble de ce programme-là et ça te dit tu es autorisé ou pas. Et donc Biscuit, ça a été développé au départ chez Clever, et puis ça commence un peu à prendre une autre dimension, ça se développe beaucoup. Il y a un site web qui est arrivé dédié, donc www.biscuitsec.org, c'est un peu marrant. J'imagine le référencement cauchemar. Non, mais tape Biscuit Sec dans Google ou dans... Oui, alors forcément, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, avec tes affinités de recherche de dev... Mais c'est drôle, ça m'a fait. Mais c'est très... Voilà, ça fait sourire. Et donc il y a un site tout neuf et sur lequel il y a un playground. Donc en gros, on peut écrire... constater son biscuit... créer un biscuit dessus avec ses clés de chiffrement, etc. Et en fait, je trouvais ça génial dans l'illustration parce qu'en fait, le playground derrière, c'est du Wasm embarqué dans le browser qui exécute en fait la lib biscuit en Rust. Ouais. Et je trouve ça juste génial en fait. Enfin, je crois même qu'il y a des web components dans mes souvenirs. Ah ouais, d'accord. Tu as partagé de la connaissance peut-être avec certains. J'avais aidé un petit peu Geoffroy au début, mais okay. j'ai pas suivi où ça en était, je crois. Et donc il y a une organisation GitHub aussi qui a été créée dédiée à ça, qui s'appelle Biscuit-Hôte. Et Biscuit Java qui est maintenu par Clever va aussi arriver dedans. L'idée c'est vraiment de créer une communauté open source
large et de développer Biscuit vraiment à fond, quoi. Ouais. Et donc du coup, je voulais faire un peu de promo en gros, hein. Il y a un Matrix aussi pour discuter de Biscuit qui est documenté. Matrix, c'est un chat. C'est on peut dire ça. une nouvelle IRC. Ouais. Non, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est documenté du coup sur le site de Biscuit. C'est Matrix, Ouais. comme Matrix avec un X à la fin, quoi. Et dessus, donc il y a des clients par exemple en fait qui te permettent de se connecter à des serveurs Matrix, donc par exemple Element, voilà, que j'utilise actuellement. Bref, et donc du coup tout ça vient aussi avec Biscuit V2 qui comprend maintenant des parseurs de data-log. Donc c'est-à-dire qu'au début, par exemple en Java, fallait écrire ton objet, en gros ton fact, fallait l'écrire en mode Java, c'est-à-dire c'est une string avec une liste de paramètres, etc. Et donc maintenant, il y a des parseurs. Donc en gros, tu peux écrire toute ta chaîne de caractères avec je sais pas moi, user entre parenthèses guillemets Alexandre, fermer la parenthèse, tout ça, et tu as un parseur. Et du coup, c'est beaucoup plus chouette d'écrire en fait du datalog plutôt. Du datalog comparé à ce que c'était avant. Ça c'est quand même être une plaie. Et du coup, derrière tout ça, donc moi je m'occupe un peu de Biscuit en Java, et derrière il y a Biscuit Pulsar, du coup qui est le plugin en fait pour Apache Pulsar, qui est un système de messaging qu'on utilise avec Biscuit sur Pulsar, chez Clever, pardon. Ouais. Et du coup, il y a tout le bump à faire, et c'est super intéressant, et c'est là que tu vois que Biscuit a vraiment changé, parce que tu te retrouves avec des méthodes d'autorisation qui étaient très longues avant, parce que tu écrivais tout ton datalog en Java, alors que maintenant, ça fait 2 lignes, c'est plutôt agréable à utiliser, et c'est super performant. Donc, ouais, cette V2, t'en es content, quoi. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein, mais oui, la non, spec mais et tout, mais ouais, très content. Et puis tu as du coup une nouvelle. Donc il y avait une faille de sécurité en V1, et du coup je pense qu'au moment où on enregistre cet épisode, elle n'est pas publique, mais qu'entre deux, elle le sera. Et j'en dis pas plus pour ne pas être certain, pour être certain de ne pas poser de problème. Voilà. C'est mieux. Sinon, on te bipera, c'est pas grave. Non, mais c'est bon. Il reste plus que Java 2 en l'occurrence. Est-ce que tu sais un peu... Je crois moi, je suis pas sûr d'avoir été là sur des épisodes où on parle de Biscuit. Est-ce que tu sais expliquer un peu, genre versus JWT ou Macaron versus Macaron, peut-être un peu plus que versus JWT, parce que versus JWT... En gros, allons-y. Un JWT, c'est statique, c'est-à-dire que tu mets de la donnée dedans, et puis tu génères ton JWT, et puis voilà, ça bouge plus. Un macaron, tu peux lui ajouter des faits, enfin tu peux lui ajouter des choses qui seront exécutées, des caveats, etc. Donc en gros des contraintes sur ton token, que tu mets dans le token plutôt, et qui seront vérifiées à son authentification et à son autorisation. Et en fait, un Biscuit, lui, te permet encore plus de choses, c'est-à-dire qu'il a un langage qui te permet de définir des règles en fonction de faits que tu as donnés. Typiquement... je sais pas, un exemple, il faut valider qu'on ait le droit, que tel user a le droit de read sur tel fichier. Et ben du coup, tu vas avoir un fait, je suis tel user, par exemple. Et donc, au moment où tu vas avoir ta vérification, tu vas avoir un fait dans la vérification qui est ajouté, c'est il essaie de lire tel fichier, tu vois. Donc, tu vas avoir un truc lire le fichier, lire et tel fichier. Et en fait, le résultat de tout ça va te conduire à une règle qui va être générée, c'est tel user essaie de lire tel fichier. Et après, toi, tu rajoutes un check, en gros, il essaie vraiment de lire tel fichier ou pas, pour interrogation, parce qu'au début, c'était le compute de ta règle. Et du coup, tout ça, tu l'embarques dans ton datalog que tu exécutes. Et donc, biscuitsec.org te donne un exemple comme ça, et qui te permet d'un peu mieux comprendre, parce que là, je l'explique un peu vite, c'est peut-être pas fait, surtout sans un schéma, un dessin, etc., pour voir qui injecte quoi et comment c'est calculé et tout. Et une fois que tu as ton biscuit généré, tu peux l'atténuer, donc c'est-à-dire rajouter des contraintes en fait sur ton biscuit, dire en fait c'était tel fichier, mais en fait c'est tel fichier s'il a cette extension là, tu vois, des trucs un peu bêtes, tu peux rajouter plein de choses. Oui, Fred, tu as une question contextuelle? Ouais, je voulais juste te demander le fait de stocker ces faits là dans le token.
fait que tu n'as pas besoin de les recalculer. C'est ça, c'est une histoire de cache pour considérer que le token a été signé avec ce fait à l'intérieur, et que du coup, t'as mis un tampon en disant c'est bon, j'ai vérifié ce fait. Donc du coup, si à un moment donné tu as besoin de lire le même fichier, j'ai pas besoin de rechecker que tu as le droit, quoi. En fait, tu as deux choses. C'est-à-dire que tu as ton premier token qui te crée, qui t'authentifie et qui éventuellement contient des autorisations, mais c'est pas certain. Et tu as le côté vérifieur, en fait, qui lui va ajouter des faits aussi dans ton token. Et du coup, tu as l'exécution. Et donc, ton token que tu as créé au départ, toi, il est signé, il bougera pas. En fait. Il est validé. Et du coup, ton vérifieur, enfin ton autoriseur, ça s'appelle maintenant V2, exécute les règles en ajoutant ses règles à lui, si tu veux, dessus. Et donc, tu vas pas... faut juste, entre guillemets, parce qu'on a rencontré le problème au début quand on faisait des modélisations un peu grandes, moins t'en mets... Enfin, faut mettre le strict minimum dans ton biscuit, par rapport... Et là, tu peux charger ton autoriseur, parce que sinon, ton biscuit est un peu gros. C'est ça la question. Comme tu le passes en header HTTP, ce genre de choses, des fois il y a des technos qui sont pas très contents. Et donc du coup tu peux, je repoursuis, tu peux atténuer ton biscuit, donc ça veut dire tu peux réduire ses droits n fois de manière complètement décentralisée. Tu peux aussi donc en fait un système de révocation. Donc ça c'est une atténuation équivaut à un bloc, en fait c'est vraiment une chute de blocs, et si tu veux c'est un peu une blockchain dans le sens où une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs, c'est-à-dire que le premier est signé, le deuxième est signé par le premier, ainsi de suite. Enfin avec le premier, ainsi de suite. Et du coup tu découles ton truc comme ça, et puis tu peux distribuer des biscuits à d'autres pour par exemple toi t'as par exemple je prends l'exemple de l'addon Pulsar chez Clever. En gros tu as accès à un namespace Pulsar, peu importe ce que c'est pas le point. On te file ce token là, et ce token tu peux l'atténuer pour dire ok tu as accès à ce namespace mais uniquement sur ces fonctionnalités là, par exemple de créer un topic, etc. Et du coup ça c'est atténué, et tu peux le faire toi en tant qu'utilisateur du biscuit. T'as pas besoin de Clever pour faire tout ça, et tout ça peut être fait de manière complètement décentralisée aussi. Il y a juste le check de révocation, parce qu'en fait chaque bloc a un revocation ID, et du coup c'est ça que tu es obligé de maintenir de manière un peu plus centralisée, quoi. Mais dans les faits, tu révoques assez rarement. Voilà. C'est les mêmes, entre guillemets, pas problème, mais c'est les mêmes... c'est le même contexte que ce que tu vas avoir avec JWT quand tu mets de l'information, que tu la tamponnes, que tu la signes. Il va te falloir un système de révocation pour pouvoir t'assurer que tu peux dire ça je l'avais signé, mais en fait la personne qui a le droit de faire ça, en fait elle a quitté la boîte ou je ne sais quoi. Tout va dépendre aussi de ta logique de date d'expiration, de ce genre de truc. Mais la spec en elle-même de biscuit est assez puissante et bas niveau pour te laisser adapter à ton usage et ton archi et ta manière de... Mais moi j'y vois vraiment l'avantage de la signature asymétrique de JWT, moins tous les problèmes de JWT, l'algo que tu peux spécifier dans le header, le fait que le payload soit complètement YOLO en JSON, avec les avantages de Macaron, à savoir l'atténuation par bloc que tu peux faire sans l'inconvénient de Macaron, sachant que les signatures étaient symétriques. Si je dis pas de bêtises. T'allais dire, Alex ? Non, mais justement, en fait, j'ai arrêté de lever la main dans l'application parce qu'en fait, tu as expliqué ce que je voulais expliquer. Ouais, ok, pardon. Mais après, moi, c'est la vision simpliste que j'en ai, parce que je les ai jamais utilisés. J'ai suivi un peu ce que nous expliquait Geoffroy et les autres, mais... Ouais. Mais en fait, t'as la vision... en fait, la vision est vraiment très simpliste. C'est vraiment très simple de comprendre comment ça marche. Par contre, modéliser une situation d'autorisation dedans et d'authentification, de comment quel fact en fait tu mets, quel rule tu mets, quel check tu mets, ça par contre c'est vraiment très dur. Rémi, t'allais dire, ouais. Ouais, c'est le seul reproche que je ferais à Biscuit du coup. Alors j'ai pas mal regardé la V1, un peu moins la V2, mais la quasi-totalité des exemples tournent autour de je dois lire ou écrire sur un fichier. Et c'est vrai que des exemples
concret et un peu plus avancé, du genre j'ai des ressources dans une API ou des choses comme ça, ça manque un petit peu pour se faire une petite idée et modéliser ça. Eh bien, je t'invite à regarder les tests de Biscuit Pulsar. Et puis j'allais dire le truc classique, j'imagine qu'ils acceptent les pull requests si t'as des idées d'amélioration de la doc. Oui. La phrase classique de bah vas-y, viens. Non, mais forcément, Ouais. l'idée aussi, c'est d'avoir. Enfin, ça se construit peu à peu, hein. Le site web est Ouais, vraiment tout neuf. carrément. Mais oui, effectivement, il manque des exemples conséquents. Mais justement, avec le Playground, tu peux commencer vraiment à étoffer en fait les exemples toi-même, jouer. Cool. Playground. Du coup, vous nous donnez faim avec toutes ces histoires de biscuits. Zéro transition, on va passer sur un lien qui parle de lien. Un lien qui parle de lien. Et pas de bouton, du coup. Qu'est-ce qu'il y a ? Et pas de bouton, du coup. Non, c'est ça. Pas confondre les boutons et les liens sur le web, c'est important. Non, alors c'est un lien de longnow.org qui parle d'un bet, d'un pari qui s'est conclu il y a quelques semaines, fin février. Donc en fait, c'est un pari entre Jeremy Keith, qui est une personne très connue britannique dans le monde du web, de l'indie web, du fait de faire du web décentralisé, qui respecte les standards, de l'amélioration progressive. Enfin, c'est vraiment quelqu'un à suivre. En plus, un excellent orateur. Et de l'autre côté, on a Jason Scott, qui est un archiviste, qui est, ça se dit curateur en français, ouais, à l'Internet Archive, entre autres. Il fait pas mal de choses. Et donc, en gros, ces deux personnes ont fait un pari. Donc, chacun a parié l'inverse de l'autre. Et le pari, en l'occurrence, c'était l'URL du site sur lequel on enregistre ce pari. C'est un peu méta. N'existera plus dans 11 ans. Parce que si je dis pas de bêtises, ils l'ont fait en 2011. Et donc, ils ont enregistré ce pari sur ce site. Alors, c'est juste un site sur lequel tu tamponnes le fait que tu as dit ça et c'est écrit dans leur DB et c'est tout. Il n'y a rien d'engageant plus que ça. Et donc, Jeremy a dit le lien qui référence ce pari n'existera plus dans 11 ans parce qu'il a toute une réflexion autour du fait que les liens disparaissent du web trop rapidement, etc. Et Jason Scott, de l'autre côté, qui est archiviste, qui bosse à l'Internet Archive, sans forcément penser qu'il aurait raison ou tort, a accepté le pari dans l'autre sens en disant que le lien existerait toujours dans 11 ans. Et ils ont chacun mis $500 et celui qui a raison récupère les 1000 et les donne à une association de son choix. Et donc, ça fait des années qu'on est curieux de voir qui va avoir raison et que ça réalimente le débat sur le fait que les liens sur le web disparaissent trop vite, etc. Donc dans l'article qui reparle de ce pari, ils évoquent des chiffres. Par exemple, il y a 25% des liens sur les pages du New York Times entre 1998 et 2019 qui sont cassés. Donc c'est pas dégueu un quart en fait. Et quand on est amoureux du web, comme j'ai l'impression de l'être, amoureux de cette toile de liens, de contenu un peu accessible de manière universelle, ça c'est la théorie. La pratique, c'est il y a 17 milliards de bannières, de pop-up, de cookies, de machin. Et puis quand on arrive au contenu, est-ce qu'il existe encore, quoi ? Et donc c'est vrai que pour ça, l'Internet Archive est souvent assez pratique. Mais voilà, en tout cas, ça m'a rappelé une présentation de Jeremy que je vous partage aussi et que moi, c'est dans le top 10 des présentations que j'ai vues de ma vie. Attention. Mais c'est vraiment une présentation qui m'a marqué, qui s'appelle Time, qu'il a donnée à Full Frontal à Brighton, et où il parle du temps et des URL et du fait que c'est important, si vous y attachez de l'importance, hein, mais de préserver vos liens qui marchent toujours. Et aussi, du coup, ça amène à la réflexion de si vous publiez des contenus, quand vous les publiez sur medium.com, sur MySpace, GeoCities, je ne sais quoi, enfin, que ça existe encore ou pas d'ailleurs,
vous ne maîtrisez pas le fait que vous êtes présent sur le web, vous ne maîtrisez pas la durée. Si demain vos articles Medium sont sur Medium et uniquement là-bas, et que Medium dépose le bilan, tout ce que vous avez écrit et votre présence sur le web disparaît. Peut-être que vous en foutez, et tant mieux pour vous, mais c'est pas vous qui aurez décidé le moment où ça disparaît. Et du coup, Jérémy a tout un combat autour de l'indie web et de la fragilité des liens sur le fait que vous devriez maîtriser avec votre propre domaine vos propres contenus. Rien ne vous empêche de les cross-poster, poster une copie de votre article sur Medium, LinkedIn ou ce que vous voulez, mais la présence de vos contenus ne doit pas disparaître parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. C'est un peu toute la réflexion. Et dans la vidéo, moi, ça m'avait marqué dans la présentation de Jérémy, il revenait sur le fait que... Alors à l'époque, ça date de 2013, hein, mais à l'époque, la durée moyenne d'un produit Google, c'est 4 ans. Donc ça faisait rire un peu la salle, parce qu'on connaît tous le cimetière des produits Google. Comment ça s'appelle? Stadia, leur truc de jeu? Ouais, Stadia. Ça devrait bientôt le rejoindre. Et donc voilà, non, moi c'est un article qui est pas très intéressant. En gros, Jérémy a perdu son pari, le lien existe toujours, mais ça alimente toute cette discussion sur est-ce que les liens disparaissent trop vite, le rôle de l'Internet Archive et le fait quand vous êtes sur le web, que vous avez un blog, une présence de contenu et autres. Essayez de vous souvenir que c'est censé être à vous de décider quand ça disparaît. Et on a tous vu des gens dire ils vont fermer Google+, j'avais mis plein de trucs dessus. Personne n'a fait ça. Mais vous voyez l'idée, quand une plateforme disparaît, les liens disparaissent et c'est un peu dommage parce que il y a toujours plein de choses intéressantes là-dessus. Je sais pas si ça vous évoque des réflexions. Est-ce que vous en foutez? Vous êtes juste sur Medium ou est-ce que vous, comme moi, vous avez pleuré la disparition de Inbox et de Google Play Music ou je ne sais quoi. Alors Canard, on ne t'entend pas. Moi, j'utilise Thunderbird, du coup. Ah. Non, je sais pas, vous avez des blogs respectifs Non. Non, pas plus que ça. Moi, le seul truc qui m'embête... Enfin, après, il y a le archive.org sur lequel on peut se reposer. Enfin, moi, je sais que je m'y repose assez régulièrement pour retourner dans le passé. Ça, c'est pratique. Et voilà, en effet, on n'aurait pas ce truc-là, je serais assez triste parfois, quoi. Mais ça m'inspire pas plus que ça. À part que personnellement, par exemple, je suis à la recherche d'un bien immobilier en ce moment, et du coup, les annonces Le Bon Coin qui périment au bout de quelques semaines empêchent de revenir en fait dans le passé. Et justement, sur archive.org, je m'amuse à bookmarker les Ils archivent Le Bon Coin du coup. Bah si, en fait, sur archive.org, tu peux dire j'ai envie d'archiver telle URL. Et du coup, il le fait, quoi. Et après, du coup, tu peux revenir en arrière et savoir ce bien, c'est vrai, je l'avais vu il y a 3 mois. Et ils le remettent en vente en te faisant croire qu'il est nouveau et tout. Ouais, je connais. C'est marrant. En tout cas, l'article, je voulais résumer, mais je vous conseille vivement de regarder cette présentation. C'est le sujet intéressant et la manière dont Jérémy présente est super, quoi. Ok, on enchaîne et on reparle de front-end. On a parlé beaucoup de React la semaine dernière. Serait-il pas temps, Fred, qu'on parle un peu de Vue? Ouais, donc du coup, Vue, en fait, il y a eu une annonce, je sais plus trop de quand ça datait, mais je pense que c'est assez récent, ça devait être il y a moins d'un mois, où en fait, Vue 3 a été considérée comme étant la nouvelle version par défaut de Vue. Alors il faut savoir que Vue 3 existe depuis longtemps. C'est ce que j'allais dire. On en entend parler. Déjà, en fait, j'étais regardé pour l'épisode là. J'étais regardé quand est-ce que la première release de Vue 3 était sortie. En fait, première release c'est septembre 2020.
donc 1 an et demi. Mais je pense qu'on en entend parler depuis encore plus longtemps que ça. Je pense que le refacto a duré très très longtemps. Et en fait là, c'est vraiment pour un peu tourner la page et dire, bah voilà, c'est maintenant. Cette annonce, c'est vraiment pour dire la documentation par défaut, c'est celle de Vue 3. Quand vous faites un npm install latest, c'est Vue 3 que vous allez récupérer. Les branches par défaut dans Git, c'est celle de la V3, etc. Donc du coup, c'est vraiment pour un peu entériner le fait que ça y est, je pense que Vue 2 maintenant c'est le passé et on se tourne maintenant un peu vers l'avenir avec Vue 3. Ouais. Voilà. Juste pour rappel, Vue 3, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a été une réécriture complète de Vue déjà en TypeScript. Donc en gros TypeScript est vraiment devenu le langage de facto de Vue, parce que maintenant le code de Vue est en TypeScript, donc forcément vous bénéficiez. Il n'y a pas besoin de payer un coût, de rajouter des déclarations de type pour que ça fonctionne bien. Là, vu que tout est en TypeScript, c'est sûr que que les types sont bien documentés. Donc un first class citizen. Je pense que c'est le moment. En fait, j'ai pas très bien suivi Vue 2. Mais je pense que Vue 3, c'est vraiment le moment où on peut considérer que Vue est vraiment un framework et plus une simple librairie entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que il y a vraiment un écosystème. Enfin, on peut vraiment parler d'écosystème de Vue avec du state management, du routing, etc. Enfin, tout ce qu'un framework front aujourd'hui offre comme facilité pour le développement. Et c'est aussi une CLI qui a un peu évolué, qui du coup se base maintenant sur Vite.js. Forcément, donc, on vous Vite a été créé par Evan You, donc forcément on vous donne référence à l'épisode de la semaine dernière dont on en a un peu parlé, et où aussi les Ninja Squad ont fait un blog post pour parler de Vue 3, et en fait ce blog post le titre c'est on va vous parler de Vue 3, mais en fait il y a 80% du blog post c'est pour vous expliquer ce que c'est que Vite, et quelles sont la différence par rapport à Webpack ou des trucs comme Webpack ou Rollup. Et voilà, ce blog post est assez intéressant, donc je vous invite à aller regarder si vous êtes intrigué par savoir qu'est-ce que c'est que Vite. N'hésitez pas à aller regarder le blog post de Ninja Squad. Vous aurez pas mal de clés sur ça. D'ailleurs, de manière générale, on vous recommande beaucoup les contenus ou les formations de Ninja Squad sur tout ce qui est Vite, et tout ce qui est Vue et même Angular. On avait reçu Cédric Exbraya quand ils avaient annoncé une RC ou un truc dans ce genre-là. Je me demande justement si c'était pas genre septembre 2020. Ouais, peut-être. Et du coup, toi, tu utilises du Vue 3 avec Vite sur tes projets? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout sur Vue. On est à 4SH, on est très très Angular. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui en font très peu. À chaque fois, j'ai été dissident sur plein de trucs. Enfin, c'est pas spécialement fait exprès, mais en fait, un peu tous les projets sur lesquels je suis intervenu n'étaient pas vraiment sur les mêmes stacks que 80% des gens chez 4SH. Mais à 4SH, on est très Angular. Moi, je suis très Backbone.js, mais plus historiquement. Ouais. Et non, Vue, j'ai fait les quelques hands-on à Devox ou des choses comme ça. Je ne l'ai jamais mis en application vraiment. Mais c'est quelque chose. Le fait que ça soit TypeScript oriented, moi, à l'époque, ça m'avait beaucoup séduit. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le mettre en pratique. Cool. Messieurs, vous avez des choses à ajouter sur Vue.js? Juste une petite pensée à tous ceux qui sont en Vue 2 et qui l'importent via le CDN. On parlait de choses qui allaient casser. C'est clair. Ça dépend quel CDN, parce que t'as des CDN qui se basent essentiellement sur NPM et qui stockent la terre entière à vie jusqu'à ce que ça casse. Mais non, je pense pas que ça cassera demain. Par contre, s'il y a référence latest... Là, ce qu'il disait, c'est que c'est la version par défaut qui allait changer. Non ? Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc si t'apportes ça. vue tout court, Ouais, alors là, c'est cool. Je comprends pas, c'est pas rétro-compatible. Non, elle est pas. Non. Non, je croyais que tu allais dire, je pense à tous ceux qui ont du Vue 2 en prod, parce que nous, on en a alors sur des outils internes, hein, donc ça impactera que nous. Mais donc, ouais, je sais même pas trop si on envisagera une migration, parce que c'est pas un outil qu'on fait évoluer régulièrement non plus. Donc, Ouais. Et puis ça, là, je pense que c'est une migration, une méchante migration. Ah oui, voilà, c'est. Ouais. Enfin bon, je connais ni le 2 ni le 3, donc je parle sans connaître. Donc peut-être pas prendre avec un grain de sel, mais Ouais. le fait de passer le passage à TypeScript me paraît quand même assez impactant, quoi. Carrément. Ok, on va rentrer dans un tunnel Git et je vais redonner la parole à Fred pour nous parler des nouveautés de Git 2.35. Ouais, donc Git 2.35, donc c'est la dernière version de sortie à date, donc qui est sortie en fin janvier, qui apporte quelques petits trucs. C'est pas une fonction, c'est pas une version complètement démente, mais il y a un truc qui m'a pas mal plu là-dedans, c'est que en fait quand vous faites des stashes, jusqu'à présent, il était impossible de faire en fait, vous faisiez un peu tout ou rien quand vous faisiez un stash, c'est-à-dire toutes vos modifications dans votre espace de travail étaient stashées. Staché, le verbe stacher. Oui, bien sûr. Et en fait, là, ils ont rajouté je sais pas. Ouais. Mis de côté. Ouais. On va dire. Mis sur l'étagère. Et du coup, là, ils ont rajouté une option --stage qui permet de dire ce qui va être stash, ça va être uniquement ce qui est dans votre staging area. Donc, si vous avez l'habitude de faire des git add-p pour préparer vos chunks que vous allez committer sans faire des git add de tous les changements sur un fichier, mais juste prendre des portions pour faire des commits très atomiques. Ouais. Et bien ça va beaucoup vous parler, ce truc-là, parce que du coup ça vous permet de préparer ce que vous allez stash et pas ce que vous allez committer, et du coup de pouvoir faire des stashes un peu plus en contrôlant un peu plus ce que vous mettez sur l'étagère. Et du coup ça me manquait pas mal, et c'est très bienvenu. Voilà. Et donc du coup dans la release note, il y a des trucs que j'ai redécouvert, parce que je sais que je les avais découverts, mais je complètement oublié. Notamment le fait qu'on pouvait mettre des commentaires sur les tags. Je sais pas si quand vous faites un git tag, ça vous arrive de faire un "-m" et puis de mettre un commentaire comme sur un commit en fait. Ouais. En fait, il y a deux notions de tags dans Git, des Git Lighthead, qui sont ceux qu'on utilise en général, tous, je pense. Et vous avez les annotated tags, qui sont tout simplement un tag, mais avec un message de commit, un message, quoi. Pas de commit, mais un message. Donc voilà, pour une release note ou un truc comme ça. Bon, une release note un peu courte, hein, quand même. Ouais. Mettez pas listez pas toutes les issues que vous avez fixées dans ce truc-là, mais voilà, ça peut être pratique. Et un autre focus sur cette release, c'est que là c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement appris, c'est qu'il existait des algorithmes différents pour les diffs. Quand vous faites un git diff, il peut y avoir des stratégies différentes, donc c'est des trucs qui sont paramétrables dans votre git config. Et je me suis aperçu là qu'ils avaient sorti un nouvel algorithme qui permettait d'être un peu plus human friendly, amical, enfin plus lisible, ami des humains. Ami des humains. Quand vous faites votre diff, je pense que enfin moi en tout cas ça m'arrive tout le temps, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous rajoutez une fonction ou une méthode dans votre classe et que votre diff il prend l'accolade de la fonction précédente et qu'il vous prend pas votre accolade fermante, ça me rend fou. Ouais. Et ben ce truc là, c'est une stratégie de diff, et a priori ils ont amélioré les choses pour justement que ces types de problèmes n'arrivent plus ou moins. Beaucoup plus aware, enfin conscient du code, et pas juste que c'est des lignes de texte. Ouais. C'est ça.
Par contre, j'allais dire, moi, j'ai une mauvaise expérience avec Stash. J'ai stashé un truc. Je crois que je l'ai unstash il y a longtemps. Hein. Et j'ai perdu du code et j'ai dit, ok, j'utilise plus jamais ce truc. Et en fait, j'ai tendance à énormément committer parce que je sais que c'est dans mon reflog et quoi qu'il arrive, je pourrais le retrouver. Mais ça se trouve, le stash, c'est aussi dans le reflog maintenant. Je pense sais que pas. je pense que le stash, il est dans le reflog. Par contre, c'est vrai que c'est pas un truc. C'est vrai qu'on a. Moi aussi, j'ai un peu tendance à me faire des branches un peu temporaires plutôt que le stash. Pour ça, parce qu'en fait, c'est plus facile à parcourir. Enfin, dans IntelliJ, typiquement, dans la vue, dans le graphe dans la vue log, là où t'as tout le graphe, bah, on voit pas le stash. Ce qui est un peu. Non. Mais c'est vrai que le stash a toujours été un truc un peu sur le côté, quoi. Enfin, pas facilement accessible. On sait pas trop d'où ça part. Enfin, et c'est vrai qu'une branche a un peu plus de sémantique que le simple stash. Donc je te rejoins assez sur ça. Après, ça doit dépendre des usages. Hein. Je sais pas, vous stashez, vous, les amis? Ouais, mais en général, quand je stash, c'est que ça va mal finir. Enfin, c'est que c'est déjà out, quoi. C'est juste que ça m'a saoulé de faire un reset ou être clean. Enfin, j'en sais rien. Toi, ouais, c'est souvent pour vraiment temporaire pour tester un truc. Genre, je vais stasher le fichier que j'ai modifié, je vais faire un test, vérifier comment c'était avant, et puis je vais le ramener tout de suite. En général, c'est pas, ça coûte rien, quoi. Ouais. C'est vraiment un clipboard multifichier plus. Exactement, d'une certaine manière. C'est un peu ça, ouais. Moi, dans mon prompt, j'ai un indicateur de la taille du stash. Ah oui. Et du coup, c'est pour moi un indicateur. Enfin, si ce truc-là dépasse 3 ou 4, c'est que c'est un problème, quoi. Ouais. Moi, je pense que justement, je dois avoir des stages sur les projets que j'utilise le plus. Je pense qu'il y a peut-être 500 items de stages dedans. Ouais. C'est vraiment ma poubelle, en fait. Ah oui, par contre, c'est pour ça, moi. Je stage jamais plus de un truc à la fois parce que après, sinon, c'est. Ah ouais, tu fais un guide show stage, tu fais un guide stage, tu pars comme si c'était des commits. C'est pour ça, moi, que je voulais vraiment me l'afficher dans mon prompt, parce que pour en être vraiment conscient c'est que c'est un peu une dette quelque part que j'ai pas envie de garder très longtemps, quoi. C'est pour ça que je m'en sers pas, mais ça dépend des gens, je pense. T'as mis un autre lien, Fred, sur la sortie de Git? Oui, c'est un lien de Delicious Insight qui parle de en français, du coup. Donc c'est pas Christophe Portneuf, c'est son acolyte, je me rappelle plus son prénom. Il suffit juste de cliquer sur le lien pour savoir. Maxime. Maxime, ouais. J'ai un gros trou de mémoire, Maxime. Et voilà, qui fait le tour de cette version et de la version 2.34 aussi, la précédente. Super. Voilà. Cool, on vous recommande cette vidéo et l'article. C'est vrai que Git, c'est toujours, rien que de lire les nouveautés, c'est toujours une occasion de replonger dans toutes ces commandes. Et puis, les vidéos de Maxime et Christophe, ils ont aussi tellement de tips. C'est un outil tellement puissant que j'ai toujours l'impression que c'est comme Excel, j'en utilise 2%, et encore Excel, je pense que j'en utilise 1%. Mais ouais, c'est assez impressionnant. On continue autour de Git avec un lien de Rémi qui nous parle de Git Kraken. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kraken? Alors, n'a de Git que le nom. Git Kraken, c'était un projet puis une boîte qui éditait une ou deux solutions. Donc, il y a le logiciel Git Kraken, c'est juste une UI sur Git que je connais depuis quelques années déjà, que j'utilise à l'occasion, des fois, quand on part un peu partout dans les branches, dans les commits, c'est sympa d'avoir une petite UI qui summarise un peu tout ça. Ouais. Et surtout, j'avais découvert, il y a au moins 3-4 ans, un autre projet qu'ils avaient, c'était les Glowboards. Et en gros, c'était un peu ce qu'aujourd'hui GitHub a fait avec un peu les projects, où alors on a des colonnes, des cards, on peut les lier à des issues, des trucs comme ça. Mais ça dans une appli native.
Et voilà, je me faisais des boards un peu perso pour des petits side projects, pour mes devoirs à l'école. Là, j'en ai pour Clever, par exemple. Et donc, ils viennent d'annoncer tout récemment la fin des Globers, enfin la fin des boards maintenant GitKraken. Donc, à la fin 2022, il faudra que je trouve une autre solution pour mettre mes petites cartes et mes 3 colonnes to do doing done. Il précise un peu pourquoi. C'est un manque de revenus, de business model. Ils veulent faire autre chose. Non, pas spécialement. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, le marché était pas là. Ouais. Ils n'ont pas dû avoir beaucoup de clients. Enfin, j'ai jamais donné d'argent, donc... Mais, oui, ouais, c'est ça que j'allais te demander. Oui, voilà. Ouais, non, c'était gratuit. Et puis aujourd'hui, voilà, quand t'as un concurrent genre GitHub qui te sort quasiment la même chose, hein, tu peux pas ça devient compliqué de rester dans la compétition. Voilà. Carrément. Donc tous les liens vers tes boards vont disparaître du web. C'est ça. Mais ils étaient probablement privés, je sais pas. Ouais, c'était essentiellement des boards privés. Ok, et bah goodbye GitKraken. Moi je connais vite fait le client graphique, j'ai déjà vu des screenshots, mais les autres outils qu'ils avaient, je connaissais pas du tout. GitKraken continue, hein, ça y a pas de problème. C'est juste les Glowbirds qui disparaissent. Ok, et bien on va se quitter avec un dernier lien de Git. On fait le train des sujets Git. Ou pas vraiment, parce qu'en fait c'est aussi le nom qui porte ça, mais enfin bref. Fred, tu vas nous parler de Gitpod et d'une chaîne YouTube. Ouais, donc du coup Gitpod qui est un IDE dans le cloud, donc qui n'a rien de, enfin, pas grand chose de Git. Et du coup, on a une nouvelle chaîne qui a été lancée par Thierry Chantier et Philippe Charrière, qui s'appelle Onaloisi. Donc une chaîne Twitch avec des replays sur YouTube. Et donc ça se passe tous les vendredis en live entre midi et 2. Je crois que ça fait 3 semaines là que ça existe. Et donc voilà, c'est intéressant pour découvrir c'est des épisodes entre une demi-heure et 1 heure, comme ça. Voilà, pour découvrir Gitpod, qui est plutôt assez sympa. Tu sais nous en dire un peu plus sur c'est quoi, comment ça marche Gitpod un peu? Avant que les gens aillent voir les super vidéos de Thierry et Philippe. Donc Gitpod, c'est un éditeur dans le cloud. Donc en gros, c'est un lien que vous allez rajouter sur votre repository, GitLab, GitHub, whatever, qui va du coup, en cliquant sur le lien, ça va vous provisionner un environnement dans le cloud avec un IDE qui va faire tourner tout ça dans le cloud. Donc en gros, tout ça c'est du Docker. Enfin, tous ces trucs-là tournent dans des instances Docker, donc vous pouvez installer tout ce que vous voulez dans votre environnement dans le cloud. C'est possible avec un Dockerfile, par exemple. Et ça va vous charger votre workspace dans le repository sur lequel dont vous partez. Ça va vous le charger dans votre IDE, et vous allez pouvoir directement démarrer votre développement depuis là. C'est un truc qui est très très pratique, enfin moi que je trouve très très pratique pour abaisser la barrière d'entrée, notamment sur les projets open source. Enfin moi c'est un truc que j'ai mis sur Vitmados. Bon, en vrai je l'ai mis sur Vitmados à toute fin de Vitmados, donc ça nous a pas énormément servi, mais je referai Vitmados aujourd'hui. Je pense que c'est un des premiers trucs que je ferai, parce que voilà, tu veux contribuer, je sais pas, tu vois une typo ou tu veux contribuer à un tout petit truc, tu cliques sur le lien, ça te provisionne ton IDE, tu changes 4 trucs et tu commits et tu fais ta pull request et ça marche, quoi. Parce que c'est l'IDE et l'environnement de dev. Enfin, si tu le mets en place. Mais... C'est vraiment et aujourd'hui, donc c'est basé sur VS Code par défaut. Donc il y a beaucoup d'affinités avec VS Code. Par contre, ils ont annoncé un support avec IntelliJ. Donc en fait, vous lancez c'est un client léger entre guillemets IntelliJ que vous avez en local, qui ne fait que afficher des choses, et tout le processing, donc par exemple la compilation, des choses comme ça, c'est vraiment fait dans le cloud.
D'accord. Donc limite vous pouvez bosser avec un Chromebook, ça marche quoi. Enfin, ou même Philippe il travaille sur Oui, c'est sur ce un que j'allais dire. iPad. Philippe, il a aussi un Chromebook, je crois. Il est très. Je vais coder avec des devices qui sont pas faits pour à la base et en fait qui sont ultra portables et ultra légers, Ouais. etc. C'est ça. Et pareil en code review, enfin c'est un IDE dans le cloud, donc vous bénéficiez évidemment de toutes les features auxquelles on pense directement, là, pouvoir faire du pair programming sur le même environnement, etc. Enfin moi en tout cas je regarde ça d'un œil très attentif parce qu'à 4SH on a des designers qui en fait on sépare beaucoup la partie design. En fait moi je fais très très peu de CSS et je m'en porte très bien. Et en fait on a des designers qui sont des peintres à 4SH et qui s'occupent de tout ça bien mieux que moi. Et en fait ces designers ils gravitent de projet en projet pour donner un coup de main ici et là, et du coup se monter l'environnement de dev pour tel ou tel projet, c'est un peu relou pour eux. Et du coup des IDE dans le cloud comme ça c'est très très intéressant parce que du coup on leur dit en un clic ils ont toute l'appli qui fonctionne, et voilà, pour donner 3 coups de pinceau, 3 coups de peinture sur un écran, ça c'est très très c'est pratique quoi. Donc c'est pour ça que je regarde ça attentivement. Je pense que ça peut être un truc intéressant à l'avenir quoi. Ouais. Moi j'ai toujours pas testé et pourtant je suis Thierry et Philippe et ils parlent que de ça en ce moment, c'est trop marrant. Et donc je suis intrigué, mais j'ai toujours pas pris le temps de mettre les mains dedans. Par contre, c'est vrai que j'ai des souvenirs de projets dans des boîtes chez des clients où t'arrives et tu dis, t'arrives lundi matin et tu peux commencer à committer mardi après-midi, quoi. Le temps de setup, l'environnement, le machin, c'était les cauchemars. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être moins le cas, moi, sur mes sujets front-end et Node.js, mais quand tu commences à devoir pop-up une JVM par-ci, un conteneur de machin par-là, avoir ce genre de choses, c'est quand même top, quoi. Et puis les gens qui papillonnent de projet en projet, il leur faut la version de Node 14 d'un côté, de Node 18, enfin typiquement sur version Python, Java, c'est compliqué. T'es en centre de service, tu fais de la maintenance de je sais pas quel parc applicatif d'appli de gestion d'une grosse DSI, potentiellement il y a 20 projets différents, c'est de l'horreur, quoi. Et quand bien même ils aient essayé d'harmoniser les stacks techniques des différents projets, t'as forcément ce genre de switch à faire qui est hyper coûteux, quoi. Rémi, t'allais dire? Si ça peut aider un peu les développeurs en Node, moi personnellement j'installe plus de Node.js sur ma machine. Je passe uniquement par NVM. Donc du coup NVM use et puis la version de Node qui m'intéresse. Je pense que ça existe dans d'autres langages, mais j'ai pas regardé. Ouais, je crois que... Mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu arrives sur un projet, t'as rien qui te dit sur ce projet, à part le README, en fait. Sur ce projet, quand tu développes, il faut que tu utilises Node 14, Node 16. Alors... Normalement, tu as une entrée dans le package JSON qui doit te le dire. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'avec Alexandre, avec Canard, cette semaine, on a eu des problèmes de version de NPM, et de package lock, etc. Mais alors moi, j'aurais tendance à préconiser, et je te le ferai installer après coup, Rémi, Volta, qui est un peu... Enfin, moi, je trouve mieux que NVM, beaucoup plus léger. En plus, c'est codé en Rust. Et qui est vraiment, vraiment bien, ultra rapide, et qui auto-switch ta version de Node et d'NPM en fonction de ton package JSON. C'est basé sur un champ qui s'appelle Volta, qui est dans le package JSON. Mais ouais, c'est vrai que suivant les écosystèmes, comme tu disais, Fred, l'info va être que dans le README. Dans Node, suivant ce que tu utilises, tu peux aussi l'ajouter de manière un peu plus technique et automatiser le switch. Mais encore faut-il que les gens soient équipés. N'est-ce pas, Canard, qui n'a toujours pas Volta? Et que quand tu switches, si tu switches pas, ça peut avoir des impacts sur le package log, sur l'installation, sur des choses comme ça. Et c'est un truc que tu vois pas forcément immédiatement. Enfin, c'est un truc que tu peux t'en apercevoir 4 jours après, quoi. C'est ça, parce que tu développes pas forcément tous les jours sur tel projet et que t'as besoin là comme ça de. Donc c'est là où, ouais, clairement, moi, il faut vraiment que je creuse Gitpod et ça m'intrigue. Alexandre?
Non, mais j'allais dire qu'effectivement, c'est surtout que l'erreur engendrée par du coup ce problème de version n'était pas du tout claire Ah non, par c'est pas rapport au problème explicite de du tout. version. C'est clair. Et puis Enfin, c'est pas ensuite, moi je suis à jour, quoi, c'est tout. Ouais. Si un jour vous avez des problèmes de package version qui passe, de package lock qui passe de version 1 à 2, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, on a essuyé les plâtres. C'est normal. Et en parlant bref. de package lock, juste, c'est une astuce à donner, npm CI et pas npm install. Quand vous arrivez sur un projet, tout neuf et que votre node module il n'existe pas encore, faites npm CI, pas npm install. C'est une très mauvaise habitude. On n'avait pas le choix à une époque. Donc, mais npm CI, en fait, la différence entre les deux, c'est que le npm CI va se baser sur ce que vous avez dans votre package lock JSON, alors que le npm install va potentiellement résoudre les dépendances qui n'ont pas été fixées. C'est-à-dire si vous avez des ranges, enfin vous avez des tildes ou des chevrons dans votre graphe de dépendance, potentiellement vous allez tirer des dépendances qui sont pas les mêmes que votre collègue d'à côté. Ouais. Alors que ces versions-là sont fixées dans le package log.json. Et donc du coup, si vous faites un npm CI, vous vous basez sur les versions fixées dans le package log.json. Je vais ajouter un petit bonus, car la semaine dernière, j'ai aidé une de nos clientes à débugger un truc. npm CI est aussi utilisable en prod. De base, en prod, il y a des chances que vous ayez un node env égale production. Donc npm CI ne va pas installer les dev dependencies, mais c'est quand même possible. Il y a un paramètre npm CI, vous checkerez la doc. C'est pas moins production, c'est un truc dans ce genre-là. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de la rapidité et de la certitude d'être basé sur le package lock, mais en ayant aussi les dépendances de dev. Là, vous dites, oui, pourquoi j'ai besoin des dépendances de dev en prod ? Bah, typiquement, si votre prod fait le build, puis le run, ce qu'on préconise chez nous, chez Clever par exemple, ça devient utile d'avoir une partie des dépendances de dev sur le déploiement CI/CD, quoi. Voilà, c'était les petits tips inattendus. On va se quitter sur un choix musical de Fred. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, alors en fait, c'est la musique principale d'un jeu vidéo auquel j'ai énormément joué dans mon enfance. Donc je pense que beaucoup connaissent Final Fantasy. Et je ne parlerai pas de Final Fantasy VII, mais de Final Fantasy VI. Le 7 est beaucoup plus connu que le 6, mais j'ai énormément joué au 6 avant toute la hype sur le 7. Et j'étais tout à fait hypé sur le 7. Et du coup, c'est le thème de Terra de Final Fantasy VI qui a toujours été une musique qui, ça, quand on développe, je trouve que c'est reposant. Il y a une sorte d'ocarina. Assez sympa. Cool. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, messieurs, avant qu'on se quitte sur ce double épisode ? La fin, c'est à table. Voilà. Il est 8h56. Merci Alexandre. On vous remercie beaucoup les auditeurs, auditrices. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexandre et Rémi d'avoir participé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Je crois que je sais de quoi il parlera, mais je préfère pas le dire. Et on vous remercie beaucoup de nous écouter et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon appétit, canard. Pour l'animation. Bon appétit. Salut.